Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier podcast dédié au cours d'anthropologie de la communication. On va d'abord commencer par se poser deux principales questions. Ces technologies ont-elles transformé nos pratiques de sociabilité? Et quels sont les usages sociaux du téléphone, d'Internet, de la radio, etc. Le cadrage sociotechnique. Pour comprendre la société, le fonctionnement de celle-ci, on peut le faire à partir des techniques et des objets qui existent dans cette société. Ces objets sont techniques, concrets, mais ils ont aussi une dimension sociale. On ne peut pas comprendre l'une de ces dimensions sans l'autre. Ils ont des caractéristiques symboliques, morales, etc. Tout d'abord, l'introduction. L'anthropologie des techniques et le cadrage sociotechnique. La technique, la technologie, transforme la culture, la société, la nature et a un impact très fort sur notre écosystème. Il y a plusieurs types de technologies. Technologies de production, de la vie quotidienne, de communication, etc. Ces techniques ne sont pas neutres. Les objets technologiques ne sont jamais neutres. Derrière chaque technique, il y a une vision de comment doit être la société, de ce que devront en être les usages. En créant des objets, on imagine une société future. On donne une dimension de pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir au sens d'autorité, mais au sens d'influence sur la société. Par exemple, les ordinateurs ont été conçus dans une vision particulière, sous l'idée que cela peut être utile pour tout le monde de faire des visioconférences, etc. Cependant, on est toujours libre face à ces technologies. On les utilise comme on veut. Le plan de l'introduction va se dérouler comme ceci. 1. Qu'est-ce que l'anthropologie des techniques? 2. Qu'est-ce qu'un objet de communication? 3. La perspective médiologique, les médiasphères. Et 4. L'approche sociotechnique. Qu'est-ce que l'anthropologie des techniques? Elle s'intéresse à l'histoire, à l'usage et au rôle des techniques et des objets dans la société. Elle ne s'intéresse pas forcément à la communication. Mais à partir des années 60, des chercheurs ont commencé à appliquer ces techniques, qui étaient jusque-là appliquées aux sociétés étrangères et anciennes, à la nôtre. On va essayer de comprendre comment des choix technologiques réalisés par des individus permettent de comprendre l'évolution des normes sociales en général. Une forme sociale, c'est une forme concrète que prend une société à un moment donné. Plus précisément, composée principalement d'interactions entre les individus, la société dans laquelle on vit va imposer une forme à ces interactions. Est-ce que la technologie transforme la société? Georg Simmel a créé la sociologie interactionniste qui dit que la société est définie par ce qui donne une forme particulière à une interaction. Il y a plein de formes d'interaction. Par exemple, chaque société va imposer une forme particulière de repas. Ce sont des rites, des formes d'interaction. Les objets et les techniques leur donnent une forme. Autre exemple, la façon de se loger. Il y a une interaction différente si on vit en ZUP ou dans la campagne. Troisième exemple, les gamers avec leurs casques, leurs micros, etc. On va s'interroger sur la possibilité d'étudier les usages. Soit on va utiliser la technologie avec les gens, on va faire de l'observation participante, mais on peut aussi étudier les débats, les controverses. Exemple de question, pourquoi des étudiants postent des photos de déguisés en tortue ninja en casa? Comment sommes-nous arrivés à utiliser des technologies de cette manière? Tout d'abord, les outils de la communication. L'évolution des cassettes, des appareils photo, des téléphones, des ordinateurs, de la télévision, etc. On a l'impression de vivre une révolution technologique. Notre société est transformée par le numérique. Seulement, ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut remonter au XIXe siècle pour comprendre ces évolutions. Ces technologies de la communication transforment l'espace public, la sphère publique, la manière dont on exerce la démocratie, mais en même temps, elles transforment aussi ce qu'il se passe dans la sphère privée et intime. Les technologies vont s'immiscer dans les familles. Il y a une différence aujourd'hui par rapport au XIXe siècle, c'est la temporalité des innovations. Notre époque se caractérise par une accélération des innovations technologiques. Toutes les machines à communiquer vont nous intéresser. Un objet de communication est tout objet introduisant une médiation dans le processus de communication d'informations. C'est tout ce qui se situe entre l'émetteur et le récepteur, tout ce qui sert de médium à la communication. L'émetteur et le récepteur ne doivent pas forcément être des humains, par exemple les ordinateurs, les machines, les animaux, etc. Ces objets ont 5 caractéristiques.
1. Ils apparaissent à un moment donné dans l'histoire humaine avec l'industrialisation de la société. Avant ça, on a des supports, comme le papier, mais pas de machines. La première machine à communiquer va être l'imprimerie, qui va transformer la société. Cette période correspond à la modernité. 2. Ce sont des objets qui ne s'épuisent pas dans leur matérialité. On ne peut pas résumer ces objets à leur matière, ni par leur fonctionnalité, ni par leur utilité. Ces objets ont une forte dimension symbolique. Utiliser ces objets véhicule du sens, dit quelque chose des utilisateurs. Ils sont chargés de valeurs, de symboles. 3. Ces objets sont produits en série. La production en série des objets représente le capitalisme. Ils vont envahir notre quotidien, comme le téléphone, la radio, l'ordinateur, etc. 4. Ces objets n'existent pas tout seuls dans la société. Ils font partie de systèmes d'objets techniques. Ces systèmes rentrent en interaction avec les structures et les mentalités de la société. Ils n'existent pas juste dans la sphère technique. Ils sont liés à la sphère politique, aussi souvent en lien avec la manière dont on organise l'intimité dans la société. Comment on se définit comme un individu, comment on vit les choses, etc. Et 5. Leur développement s'inscrit dans un rapport de pouvoir. Il y a une intentionnalité de la production des usages. On nous a imposé une manière de fonctionner. Par exemple, les smartphones sont tous les mêmes. Deuxièmement, la perspective médiologie. C'est une théorie développée par Régis Debray, qui est une reprise d'une théorie venant du Canadien Marshall McLuhan. Pour eux, la technologie de communication a transformé indéniablement la société, mais ils en font même le prisme d'analyse principal de l'évolution de la société. Le problème de leur théorie, c'est qu'il y a un certain déterminisme technologique. La technologie à elle seule a le pouvoir de transformer la société. Si on regarde depuis le début de l'histoire, on peut séparer en 3 périodes. Pour McLuhan, le stade primitif, qui correspond à l'invention de l'écriture, puis à l'âge de l'impression avec l'invention de l'imprimerie, la galaxie de l'imprimerie. Le sens principal de la communication va changer. On passe de la parole à l'œil. 3e étape, galaxie de Marconi, l'inventeur de la radio. On revient à l'oralité avec l'apparition des médias audiovisuels. Pour Régis Debray, il ne distingue pas de classe chronologique mais des médiasphères. La logosphère, puis un âge où la logosphère et la graphosphère existent en même temps pour arriver à l'ère contemporaine où coexistent la logosphère, la graphosphère et la vidéosphère, auxquelles certains ajoutent l'hypersphère. Définition de médiasphère. Le terme désigne un milieu de transmission et de transport des messages et des hommes, avec les méthodes d'élaboration et de diffusion intellectuelle qui lui correspondent. Dans la réalité historique, il n'y a pas de médiasphère à l'état pur. Chacune est le résultat de compromis entre les pratiques apprises et des outils nouveaux, et imbrique l'un dans l'autre des réseaux technologiques d'âges différents. Chaque médiasphère suscite un espace-temps particulier. Ça, c'est la définition de Debray. La médiasphère, c'est d'abord un milieu social particulier. Il est caractérisé par un mode de transmission des informations particulier. Pour lui, il existe différents modes de transmission des infos, mais chaque mode va créer un nouveau type de transmission sociale. C'est un système dynamique d'écosystèmes complexes réorganisés par et autour d'un média dominant, généralement le dernier en date. Son idée, c'est que depuis la révolution industrielle, différents médias se succèdent et que ces médias vont transformer la manière dont circule l'information. Une médiasphère qui apparaît ne détruit pas l'ancienne. Pour lui, il y a la logosphère qui apparaît avec l'invention de l'écriture, la graphosphère avec l'imprimerie et la vidéosphère permise par l'audiovisuel, par les écrans. L'hypersphère est toujours un débat. La médiologie. C'est une nouvelle discipline qui s'intéresse à 3 choses. Aux théories des médiations techniques de la culture, au soubassement matériel du monde moral, moralité, des valeurs, comment elles se transforment selon les technologies que l'on utilise pour communiquer, et comment l'apparition d'une technologie va modifier la mentalité des individus. Question pour le cours. L'apparition des médias numériques nous fait-elle rentrer dans une nouvelle ère ? La réponse est non. Les processus de communication ont-ils connu une rupture avec l'arrivée des réseaux sociaux et du Web 2.0 ? L'anthropologie des techniques essaye de comprendre la place des objets techniques dans les sociétés, comment ces outils sont utilisés par les individus et comment la sociologie transforme les sociétés.
L'anthropologie des techniques a une question principale. Comment une innovation technologique se stabilise dans une société? Comment une innovation technologique réussit et comment va-t-elle être adoptée par tout le monde? Quels sont les concepts que nous allons utiliser? Le cadre de référence, celui d'usage. On donne un cadre de référence sociotechnique. Qu'est-ce qu'un concept? C'est un mot utilisé pour décrire une part de la réalité sociale par les sociologues et anthropologues. Patrice Flichy est un sociologue de la communication, un des premiers du monde francophone. En 1997, il parle de comment stabiliser les inventions technologiques. Cette coopération entre les acteurs des technologies se fait au moment de la conception, mais aussi au moment de l'usage. Le cadre de référence est ce qui met les ingénieurs d'accord et ce qui permet aux utilisateurs d'utiliser l'objet technique. À retenir, comprendre les interactions au sein de toute société qui vont à un moment stabiliser ces technologies. Invention de la radio. Cadre de référence technique. Invention, notamment, des ondes hertziennes. Ce qui nous intéresse, c'est que la radio va donner naissance à des nouveaux usages et des nouvelles pratiques sociales. Notre objectif est de comprendre l'évolution des technologies de communication. Quand une innovation est stabilisée, la technologie apparaît comme une boîte noire. On oublie les débats qui ont eu lieu à sa création. Notre cadre sociotechnique. Si on veut comprendre l'innovation, le technique et le social ne peuvent pas être séparés. Partie 1. De Gutenberg au cinéma, la création d'une sphère publique. Les innovations technologiques de communication ont profondément transformé la partie publique de la société, comme la politique par exemple. 4 technologies vont être étudiées ici: l'écriture et le livre imprimé, le télégraphe optique et la reproduction de l'image, photographie et cinéma. Tout d'abord, l'histoire du livre. Préalable, l'invention de l'écriture. Apparition de l'homme il y a environ 3 millions d'années. Apparition du même type d'homme que nous il y a 300 000 ans, vers 9 ou 7 000 avant Jésus-Christ, c'est le passage au néolithique, agriculture, architecture, etc. Et ça nous amène vers 3500 avant Jésus-Christ à l'invention de l'écriture. Dans 98% de son histoire, l'Homo sapiens n'a pas écrit. L'écriture a été inventée en Mésopotamie, l'Irak actuel, avec des tablettes d'argile et de l'écriture cunéiforme, puis ensuite en Égypte, et un autre foyer d'invention de l'écriture plus tardif en Chine, vers 1400 avant Jésus-Christ. L'écriture est donc extrêmement récente. Pourquoi les hommes ont-ils inventé l'écriture? Tout d'abord, dans un objectif économique, pour faire du commerce. Les premiers écrits comptaient des jarres de blé, par exemple. Ils comptaient les quantités. L'invention technologique tient des outils, des supports sur lesquels on écrit. Dès le départ, de nombreux supports ont été utilisés. Des cailloux, des bouts de bois, puis des tablettes d'argile en Mésopotamie. Qu'est-ce que l'écriture? Elle peut être définie comme une méthode d'enregistrement de la parole. Cela va avoir un impact social important puisqu'avant l'invention de l'écriture, le seul moyen de communiquer était en face à face. Beaucoup de gens savent lire maintenant. Jusqu'à il y a très peu de temps, on pouvait distinguer les lettrés et les illettrés, et les lettrés étaient beaucoup moins nombreux. L'alphabétisation générale se développe vers les années 1920. C'est la première fois depuis 300 000 ans que la plupart de la société est lettrée. Contrairement à d'autres champs où il y a des innovations, les innovations de la communication ne font pas disparaître les anciennes. Par exemple, l'écriture n'a pas fait disparaître la parole en face à face. L'écriture ne fait pas disparaître les usages précédents. On communique toujours d'une personne à une autre, mais cela permet de faire de nouvelles choses qui n'étaient pas possibles avant. Cela permet de communiquer à travers le temps et ça permet de communiquer à travers l'espace. Une multitude de supports. Quand l'écriture apparaît, des supports d'écriture différents apparaissent aussi. Les tablettes d'argile et le cunéiforme, le papyrus en Égypte jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ, les rouleaux de soie en Chine, IVe siècle au XVIIIe siècle, les manuscrits en aule en Asie du Sud-Est et le parchemin qui va venir remplacer tout ça pendant très longtemps, du IIe siècle après Jésus-Christ jusqu'à la fin du Moyen Âge. Le parchemin est en peau, il est donc très résistant, imperméable. On peut écrire sur les deux côtés et on peut le transformer en livre.
Le gros inconvénient, c'est que ça coûte assez cher et qu'il faut tuer beaucoup de moutons pour faire des livres, des dizaines, voire des centaines pour un seul livre. Du volumen au codex. Le volumen, ce sont des rouleaux de soie, de parchemin, de papyrus, etc. Avec l'invention du parchemin au IIe siècle, on va inventer le codex, qui est l'ancêtre du livre. On va coudre l'ensemble des pages de parchemin. C'est une évolution technique importante, car pour lire un rouleau, il fallait les deux mains, alors qu'il n'en faut qu'une pour un codex. L'autre est utilisé pour prendre des notes. Cela facilite aussi le stockage. Ça favorise aussi la circulation des écrits, car ils sont beaucoup plus résistants pour être transportés. Un livre permet d'avancer et revenir dans le livre à sa guise, ce qui n'est pas possible avec un rouleau. Les livres d'aujourd'hui ne sont plus des codex, car ils sont faits en papier. Le papier existe depuis très longtemps. Il a été inventé en Chine, vers 105 après Jésus-Christ, mais en fait ça existait déjà depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, on utilisait des fibres, notamment de chanvre et de cannabis, pour créer de la pâte à papier. Ensuite, au 8e siècle, les Arabes vont prendre la technologie du papier pendant une guerre avec les Chinois, et ensuite ça s'est répandu en Europe au 12e siècle avec le contact avec le monde arabe. C'est donc au XIIe siècle que la fabrication industrielle de papier en Europe se diffuse, avec du lin, du chanvre et du coton. Le papier d'aujourd'hui à base de bois est inventé vers 1850. À partir du XVe siècle, le papier va remplacer le parchemin parce qu'il coûte beaucoup moins cher et on peut en produire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. L'arrivée du papier est très importante, notamment pour l'invention de l'imprimerie. Parlons justement de cette imprimerie. Elle apparaît à la fin du Moyen Âge. C'est la première véritable invention technologique de communication. C'est la première fois que l'on va pouvoir observer des interactions entre des innovations technologiques et un nouveau mode de communication et la mise en place d'un nouveau système économique. Tout est interdépendant, mais pas induit par l'autre. Cela va aussi permettre une diffusion d'idées à grande échelle. C'est la création d'un média de masse. Le Moyen Âge n'est pas une période obscurantiste, ce n'est pas une rupture brutale, c'est une évolution douce et continue. Il y a de nombreuses évolutions technologiques en agriculture, dans la métallurgie, etc. L'imprimerie fait suite à ces innovations technologiques. Les presses à imprimerie sont inspirées des presses à raisin pour le vin. Diffusion du documentaire de Gutenberg, L'aventure de l'imprimé, Marc Jampolsky, 2017. Il faut être attentif au cadre technique, au contexte, aux interactions entre les différents types d'acteurs, les enjeux de la transformation sociale qui sont créés, quels groupes freinent les innovations, pourquoi, lesquels sont en faveur des innovations, etc. Commentaire assez flou. On ne sait pas trop d'où il sort et quel était son rôle. Il vient d'une famille bourgeoise. Il quitte la ville de Mayence lors des révolutions vers 1429. Il réapparaît à Strasbourg, trace tangible car archive judiciaire en 1434. On a perdu sa trace dans la ville après 1444. Avant, il fallait plus de 3 ans pour créer une Bible à la main. L'imprimerie existe déjà ailleurs sous d'autres formes, notamment en Chine, ce qu'on appelle la xylographie, dès le 9e siècle. Idées et moyens du projet. Vient du riche et très croyant Johann Fust. Le décatube est entièrement retravaillé. Nouvelle police de caractère, réélaboration du graphisme. Fust attaque Gutenberg en justice, probablement un problème d'équité des gains. Il a décidé de mettre plus de lignes par page pour faire des économies de papier et il a aussi arrêté d'imprimer avec des couleurs pour les mettre à la main, écriture en rouge. Ça, c'est fait par le rubricateur. Problème, toujours pas rentable, même déficitaire. Du coup, Fust et Gutenberg se séparent et impriment tous les deux de leur côté. Fust, avec son nouvel associé, a alors créé une impression en couleurs, rouge, noir et bleu. Enfin réussi. Il y a même des mentions légales à la fin. Trop luxueux, trop cher, pas de succès, toujours en vente 13 ans après. Pour Fust, doigt servi à copier l'ancien. Gutenberg, lui, a choisi un autre chemin. Il imprime entre autres des lettres d'indulgence. C'étaient les premiers documents administratifs imprimés et ils permettaient de gagner de l'argent rapidement. 1462, nouvelle guerre, force les imprimeurs à l'exil. 20 millions de livres dans les 50 premières années après l'invention. La religion est bouleversée par l'imprimerie, notamment la révolte protestante. Traduction libre de la Bible ont conduit à diverses interprétations de celle-ci.
Luther a utilisé l'imprimerie pour transmettre ses idées. Internet. Idée que toutes les informations du monde fassent partie d'un seul et même livre. Unicode, digitaliser tous les signes du monde. Fin du commentaire. Cette innovation, comme toutes les autres, est un processus par étapes assez lent et va évoluer avec toute l'évolution globale de la société. Dans ces processus d'innovation, il faut faire attention au fait qu'il n'y a pas de causalité simple. Il y a toujours plein d'acteurs qui permettent le développement. Aspect technique, inventer les presses pour l'imprimerie, l'encre, le papier, etc. Aspect économique, aspect social, etc. Contexte de la Renaissance dans lequel l'imprimerie apparaît. Invention de la presse en 1438. C'est l'invention de l'imprimerie et cette date sert de début de la période de la Renaissance. Les intellectuels vont se repencher vers les auteurs de l'Antiquité et développer une pensée technique. Transformation sociale. 1492 en Espagne, une année charnière. 2 janvier, reddition de Grenade. 31 mars, Juifs expulsés de la péninsule ibérique. 17 avril, Christophe Colomb, etc. Tout se passe en même temps, c'est une période de bouleversement. Centralité de l'Église comme institution sociale dominante. Elle organise la vie des gens, a une puissance matérielle considérable, des moyens financiers énormes et prend en charge la vie de tous les êtres humains. Elle fixe le cadre paroissial, la monnaie donc, l'administration, etc. Et cela se voit dans l'imprimerie, notamment via l'impression de la Bible. Principale innovation dans l'imprimerie, les actes administratifs comme les indulgences qui vont provoquer le chiisme protestant. Gutenberg, 1400-1469. L'imprimerie est-elle une rupture brutale ou une évolution progressive? 2 thèses s'opposent, mais c'est plutôt un processus de longue ampleur. La première presse a été créée en 1438 à Strasbourg. L'imprimerie se développe en 1450 quand il retourne à Mayence. Tous ces processus prennent beaucoup de temps. L'imprimerie n'est pas l'invention d'une technologie. Il faut inventer le caractère typographique, l'encre à base d'huile, la machine à imprimer, la presse, etc. Le premier projet d'envergure, c'est l'impression de la Bible, possible grâce au financement de Johann Just. La Bible a 42 lignes, puis 36 lignes. Il existe déjà une offre de livres à grande échelle. Il existait beaucoup d'ateliers de copistes avec des cinquantaines de personnes qui y travaillent. Il rentre donc en concurrence avec un marché déjà établi. La demande de livres va pourtant s'accroître. Il y a une montée de l'humanisme et l'apparition d'un nouveau type d'institution, les universités, et aussi, à ce moment-là, du papier est produit en grande quantité et c'est assez nouveau. Rapidement, l'industrie se diffuse en Europe. Quand Gutenberg s'arrête, son invention se propage rapidement. Des ateliers s'ouvrent dans toutes les grandes villes européennes. Cologne en 1464, Paris-Sorbonne en 1470, Alost en 1473 par Martens, près de la KU Leuven, à Rome, etc. L'usage des livres va se démocratiser et des éditeurs vont apparaître vers le XVIe siècle. L'éditeur va participer à l'élaboration de nouveaux contenus. Il combine 3 fonctions: l'édition, les nouveaux textes créés par les auteurs, la production, c'est-à-dire l'imprimerie, et la diffusion et la vente. Un des éditeurs les plus connus au monde à l'époque est Christophe Plantin, qui a créé son entreprise à Anvers en 1555, qui a été reprise par Moretus, son beau-fils. Quel usage du livre au XVIe siècle? Au XVe siècle, l'usage imaginé par les concepteurs est de prendre la place des moines copistes. On recopie les grammaires, les bibles, etc. à la place des moines. Et ensuite, ça va être l'impression de documents administratifs à grande échelle. Cet usage est apparu parce qu'il y avait une demande. C'est ça la véritable révolution de l'imprimerie, d'imprimer des papiers administratifs et des affiches. Au XVIe siècle, il y a un changement. On entre dans la Renaissance et les penseurs pensent qu'il faut critiquer les écrits religieux et retourner aux livres antiques. L'impression va permettre de transmettre ses idées. Cela va être un instrument pour créer un nouveau type de culture, pour faire circuler les idées et les faire circuler beaucoup plus vite. Le livre devient le premier objet culturel de masse. Un des aspects principaux des objets technologiques est d'être construit en masse. Cela va changer le rapport à la culture dans la société, qui ne sera plus réservé aux élites.
Il y a un gain de productivité. Plus le temps passe, moins le prix d'impression est cher. On voit que si on veut comprendre comment la communication et la culture fonctionnent aujourd'hui, il faut les lier à l'économie. Contexte, l'accélération de la réforme. Luther critique les indulgences. En 1517, il fait imprimer 95 thèses pour diffuser fortement ses idées. Donc, l'imprimerie permet la réforme. À partir du XVIe siècle, on commence à publier en langue vernaculaire et son pamphlet va se vendre à 4000 exemplaires, gros succès. L'imprimerie a aussi été utilisée par l'Église catholique pour faire circuler des procédures de standardisation et pour renforcer sa position. Les imprimeurs sont donc des acteurs économiques. Leur but est alors de produire des richesses. La réussite de la réforme résulte d'une conjonction d'intérêts. Cependant, avec l'imprimerie naît un nouveau mode de communication qui n'existait pas auparavant. Il n'a pas été produit par des livres, mais par l'usage économique de l'imprimerie, et ce nouveau mode de communication est appelé communication de masse. Cela va se concrétiser rapidement avec l'invention du journal quotidien, la presse, qui seront des techniques de diffusion d'informations de masse. Il y a aussi l'existence de produits culturels de masse. On va produire de la culture de manière industrielle. Des innovations qui ne permettent pas de communiquer mieux, mais de nouvelles manières, communication de masse qui n'était pas possible avant. Produit culturel de masse, le livre qui existe indépendamment de l'existence d'une communication de masse. Limite technique de l'imprimerie. Oblige à imprimer d'une certaine manière et donc de communiquer d'une certaine manière. On va inventer des pages de titres, le paragraphe, le chapitre pour permettre d'organiser la pensée. Des choses vont disparaître, notamment le texte glosé, qui est un texte religieux en latin, et sur le côté et sous les lignes, il y a des annotations pour expliquer en langue vernaculaire ce que veut dire le mot latin. Ce n'est plus possible avec l'imprimerie. C'est donc fini pour cette première partie du podcast d'anthropologie de la communication. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour la deuxième partie.